Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, la publicité est omniprésente, mais nous influence-t-elle réellement ? J'aime la publicité, j'aime ces tubes qui viennent m'exciter. Quand ils chantent tel ou tel produit, tant on se demande comment on vivait avant lui. J'aime la joie de cette belle actrice qui emploie le meilleur dentifrice qu'elle partage avec son époux, perdu dans un beau nuage de lotion pour l'époux. En tout cas, la publicité ne nous laisse pas indifférents. Elle nous séduit, nous amuse ou au contraire nous agace et nous exaspère. L'objectif est de faire connaître un produit et d'amener au comportement d'achat. Par quel mécanisme la publicité nous touche-t-elle ? Dans la publicité, le monde est différent. Les personnes ne travaillent pas ou rarement. Elles n'ont pas de soucis de santé, familiale ou professionnelle. Elles vivent dans une société hédoniste qui occulte l'effort. Les personnes vont se poser comme libérées des contingences matérielles. Elles vivent dans un monde où les inégalités n'existent pas, où les rapports de domination sont invisibles. Dans la publicité, on peut acheter sans argent, séduire. L'échange marchand n'existe pas, tout est gratuit. Lorsque le travail est mis en scène, il est très esthétisé et ne correspond pas au travail réel. Elle enseigne les composantes d'un style de vie, normes d'hygiène, repas désirables. La publicité relaie les pratiques consommatoires des groupes qui sont dans des positions dominantes et les produits de luxe sont présentés comme accessibles à tous. Elle renforce et joue sur les stéréotypes. La publicité est fondamentalement conservatrice. Exemple, le stéréotype de l'âge. Les jeunes, stéréotype de l'adolescent, sont habillés comme des jeunes, ont un portable. Les vieux ne sont pas si vieux, ils sont alertes, en bonne santé et s'occupent de leurs petits-enfants. Deuxième exemple, le stéréotype ethnique. Les pâtes sont italiennes, couleur rouge et verte pour l'emballage, et le gel douche à la noix de coco est présenté par un mannequin noir. Enfin, les stéréotypes de genre. Les femmes sont plutôt proches de la lessive, tandis que les hommes le seraient plus de la voiture. Quand les hommes sont utilisés pour être présentés avec de l'électroménager ou des enfants, on joue sur l'humour ou la sexualité. Ils sont souvent montés en ridicule. Le but étant que leur cible, ici les femmes, achètent le produit. Le renversement de rôle et de pouvoir satisfait l'ego féminin. Elle s'appuie sur une conception de l'homme où le consommateur est rationnel, raisonnable et conscient. Le message parle donc au bon sens du client. Il y a un besoin à satisfaire. Le message indique et présente un produit qui vient satisfaire ce besoin. Ce produit, bien sûr, est le meilleur, le plus efficace et le plus durable. Les modèles publicitaires s'appuient sur le schéma théorique suivant. Premièrement, on attire l'attention. Deuxièmement, on suscite l'intérêt. Troisièmement, on provoque le désir. Et enfin, on déclenche l'achat. Ce schéma reste théorique et partiel puisque l'individu n'est pas toujours rationnel dans ses achats qui peuvent être liés à d'autres facteurs, pression sociale ou émotion. De plus, dans une société de consommation comme la nôtre, il est très difficile de relier un besoin à un seul produit. Existe-t-il plusieurs formes de publicité ? Oui, il y a tout d'abord la publicité mécaniste. L'individu est perçu comme passif et conditionnable. On est sur un modèle stimulus-réponse. On entre dans l'ère de la pub matraquage. Il ne s'agit plus de convaincre et de donner des arguments. Il s'agit d'avoir un bon stimulus. Le signal publicitaire, l'image, le slogan, le logo, doit être immédiatement reconnaissable. Celui-ci doit être simple, clair et identifiable. Le signal est censé déclencher l'achat. On a donc des affiches grandes, colorées, avec des répétitions inlassables de slogans. Vers les années 70, une large vague de contestation se crée face à cette publicité matraquage. Les intellectuels dénoncent le mythe de la société de consommation, la persuasion clandestine et le lavage de cerveau. Est alors apparue une deuxième forme de publicité, la publicité suggestive. Ici, l'homme est entendu comme gouverné par son inconscient et ses désirs. On entre dans l'ère de la publicité psychanalytique où différentes écoles vont influencer les publicitaires. On cherche toujours à savoir ce qui va déclencher l'achat.
Se pourrait-il que ce soit les motivations inconscientes, les désirs inconscients inavoués, les fantasmes ? La publicité use et abuse des concepts psychanalytiques qu'elle va simplifier et transformer. La libido et la sexualité sont alors susceptibles de faire vendre. On voit alors apparaître dans la pub la mise en scène de pulsions. On va travailler surtout sur le principe du plaisir, ou le ça de Freud. Les produits sont alors associés à l'érotisme et les slogans tels que « rugir de plaisir » ou « un café nommé désir » voient le jour. Dans les mots d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, Freud explique pourquoi certaines absurdités nous font rire. Ce serait lié à une économie psychique, le plaisir lié à une économie d'effort. Il précise que dans le cas du mot d'esprit, on éprouve du plaisir, car on outrepasse la censure de la raison ou de la morale. L'humeur est très importante dans la rétention d'un message. Cependant, la joie ou l'humeur positive s'accompagne de déficits cognitifs et peut amener à des jugements tronqués. Les personnes qui ont le blues et qui sont dans une humeur négative vont être beaucoup moins touchées par la persuasion et ont un meilleur jugement cognitif. En fait, l'attirance pour un produit va rendre la persuasion efficace. Les publicitaires utilisent donc des messages humoristiques pour avant tout faire aimer le produit et la marque. Les publicitaires utilisent évidemment les théories de la psychologie sociale. Merci Christine Bartoli pour cette chronique. Juste avant la pub, on peut dire qu'on peut vous retrouver sur votre page Facebook, Christine Bartoli. On peut y réécouter cette émission, la podcaster à l'envi. On peut également y poser des questions qu'on souhaiterait voir traitées.